Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Chaque semaine à l'émission, on parle de l'actualité lavalloise sous toutes ses formes, culturelle, communautaire, sociale, politique, ainsi que le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça, et plus encore. À peine l'année vient-elle de commencer qu'elle s'annonce aussi chargée que l'année précédente. Et lui, il suit l'actualité de long en large de l'Écho de Laval, Ghislain Plourde. Bonjour, Éric. Bonne année 2014, puisqu'on repart ça tous les deux ensemble. À toi ainsi qu'à toute l'équipe de Laval et compagnie également. Merci. Écoute, c'est un dossier de 2013. Est-ce qu'il y aura une résolution en 2014? On parle de la requête en éligibilité du maire Demers. Oui, une chose est certaine, c'est que ça va se décider cette année, 2014, pour ce dossier qui a été amené sur la sellette par Maître Jacques Fouché, l'un des candidats à la dernière réélection, l'un des candidats à la mairie contre le maire Marc Demers. Et en ce mois de janvier, ce qu'on peut vous dire, c'est que, bon, dans les prochaines semaines, il y aura certaines étapes qui seront franchies. D'abord, l'interrogatoire du plaignant, Maître Fouché lui-même. On devra également, du côté du maire de Laval, produire sa défense d'ici la fin du mois. Le maire, lui, sera questionné à son tour quelque part à la mi-février. Et le point de vue là, de tous les intervenants dans ce dossier sera déposé à la Cour pour le 1er mars prochain. Ah, quand même! On va fixer ensuite une date d'audience pour le 1er avril et à partir de là, ça pourrait débouler tout de même assez rapidement puisque les avocats de Maître Fouché ont en fait désigné cette cause comme urgente. On peut s'attendre à ce qu'il y ait, par la Cour, traitement de ce dossier-là quelque part au mois d'avril, avec une décision en avril ou mai. Donc, ce sera à suivre. Parce que ça fait déjà 6 mois qu'il est au pouvoir. Ah, tout à fait. Le 3 novembre. C'est ça. Ça va rapidement. Moi, j'ai pas l'impression que M. Demers est dans l'eau bouillante avec cette histoire-là. Ce sera aux tribunaux de trancher, évidemment. On se base sur cette interprétation de la loi qui, pour monsieur le maire Demers, lui, croit légitime et les tribunaux vont trancher la question là-dessus. OK. Prochain sujet, un déneigeur qui rend ses clients mécontents. Ce n'est pas la première histoire de genre. Il semble qu'on en entende parler annuellement. Le dernier commerçant, c'est Aménagement Paysager et Déneigement FJC. Ce sont des clients essentiellement de Montréal et de Laval qui ont trouvé, par le truchement de petites annonces web, ce commerçant. Ils ont fait appel à cette entreprise pour des travaux de déneigement cet automne. Donc, c'est ici à Laval, entre autres? Entre autres, à Laval, on a, du côté de l'Écho de Laval, au moins déniché une dizaine de clients d'ici, mais également de Montréal qui, après avoir fait appel à cette entreprise, après avoir effectué un premier paiement et, dans certains cas, le paiement complet, ont eu la visite du déneigeur peut-être à une reprise, à 2 reprises, mais depuis ce temps, on tente de joindre le propriétaire de cette entreprise. Il est dans le sud, sûrement, peut-être? Je sais pas. On ne sait pas, mais le numéro de téléphone et les coordonnées ne sont plus valables. Oh, Alors, très, très difficile de retracer ce commerçant Aménagement Paysager et Déneigement FJC. C'est que c'est triste, cette histoire-là. Puis aussi, un prodige en mathématiques. C'est même une fille qui a gagné un concours, un prestigieux concours. Elle a terminé 8e, un concours international de mathématiques en France. Son nom, c'est Alexandra Nika. C'est une passionnée des chiffres, et ça depuis son tout jeune âge. Depuis l'âge de 5 ans, imaginez, elle ne connaissait pas à cet âge, vous êtes à la maternelle, vous n'avez pas encore appris l'alphabet. L'alphabet et la table des multiplications, et voilà qu'elle était en mesure de résoudre des... Ah oui? Oui. Donc c'est un don. On peut appeler ça un don. Une passion et un don, effectivement. Et Alexandra a terminé dans le top 3 au Canada lors d'une compétition, ce qui lui a permis d'aller en France au mois d'août dernier pour prendre part au volet mondial. Elle a terminé 8e à son échelon. Elle est en secondaire 1 seulement. Alors, tout l'avenir, un bel avenir l'attend, Alexandra. On va pouvoir compter sur elle en parlant de chiffres. Oh que oui. Et on peut compter sur vous la semaine prochaine? Tout à fait, nous y serons. Et entre-temps, vous pouvez lire les différentes nouvelles, non seulement celles de Ghislain, mais de ses collaborateurs à l'Écho de Laval, soit sur forme papier ou sur le web. C'est bien ça? L'Échodelaval.ca. Merci, Ghislain. Bonne semaine. Bonne semaine, à la semaine prochaine.
Je suis très heureuse de retrouver la très charmante et belle Sarah Bibeau à la chronique sport. Bonjour Sarah. Salut Amélie. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Beaucoup de santé, d'abondance dans tous les domaines. Merci. J'ai déjà tout ça, alors je te le souhaite à toi aussi. Bon, merci. Et justement, tu nous parles des résolutions de la nouvelle année, en fait, des trucs, comment les tenir. Exactement. Comment prendre une bonne résolution. Alors, je vous fais part de la petite expression anglaise qui me fait quand même assez rire quand je l'entends. Sexy New Year, sexy New You. Qui veut dire, en français, je traduis, donc une nouvelle année sexy, on est sexy à nouveau. C'est la première fois que j'entends ça. Exactement. C'est le fun. Comment devenir sexy à nouveau, là, je vous parlerai pas physiquement les vêtements, une transformation du vêtement, mais je vous parle de résolution. Comment est-ce qu'on peut changer les petits détails dans notre vie? Parce que souvent, on croit qu'en prenant une seule résolution, se dire, moi, bon, je veux perdre 50 livres, des fois, c'est un gros objectif qu'on se fixe et qui n'est pas nécessairement toujours atteint et ça fait en sorte qu'on est déçu. Ouais, exactement, on abandonne. Et on se le cachera pas, je crois que ça nous est tous déjà arrivé dans notre vie, moi m'incluant personnellement. Donc, on se racontera pas de mensonges aujourd'hui. On se rend même pas au mois de février, habituellement. C'est ça, on se rend pas au mois de février. Donc, aujourd'hui, je vous suggère des petites choses qu'on peut modifier justement pour que notre résolution perdure à travers l'année. Et voici ce que je vous propose. Donc, selon Therma Bryant Davis, elle est psychologue, coach personnel et professeure de psychologie à l'université Pepperdine, en Californie. Selon elle, il faudrait oublier les résolutions qui ont une connotation négative. Donc, quand on formule notre résolution, les connotations négatives, comme par exemple, je devrais perdre du poids ou je dois manger moins. Ou ne pas faire ça, ne pas être comme ça c'est pas l'idéal. Donc, tu as compris le principe. On ne devrait pas utiliser une négation dans la formulation de notre résolution. Ce qu'on devrait faire à la place, c'est ajouter un aspect positif, donc un mot positif du genre « j'aimerais bouger plus » au lieu de « j'aimerais perdre du poids ». Donc, j'aimerais bouger plus, j'aimerais manger plus de bonnes choses. Donc, de cette façon, c'est meilleur pour notre santé psychologique. Donc, on se fait une petite motivation de plus et c'est positif. Donc, ça nous aide à ajouter du positif dans notre raisonnement. De cette façon, on devrait se concentrer un petit peu plus sur les bénéfices d'être en santé psychologique, émotionnelle et physique. Et pour la santé physique, puisque c'est notre chronique sportive aujourd'hui, donc, je vous ai préparé 4 petits exercices qui sont proposés par Cathy Brown. Elle est entraîneur professionnelle en Ohio, aux États-Unis. Elle nous suggère une petite routine d'exercice matinal, c'est environ 5 minutes. Donc, des petits trucs de yoga ou... c'est des petits exercices d'étirement réchauffant. Donc, ça permet d'augmenter notre flux sanguin, le rythme cardiaque, d'augmenter la force de notre tronc et se donner un petit boost d'énergie pour notre journée. Tu vas nous montrer ça là? Oui, je vais vous montrer ça. C'est très, très simple. Donc, il suffit seulement de se lever le matin. Quand le cadran sonne, on pèse pas sur snooze, là, on pèse vraiment sur off, on ferme le cadran, on se lève de bon pied, positif, avec un sourire au visage. Avec un sourire au visage, souvent on est en pyjama, on est confortable. Donc c'est le meilleur moment pour se tenir à côté du lit. On met les pieds à la largeur des épaules, on met les mains sur les hanches et on va marcher sur place environ 30 secondes comme ça. Là, on ne le fera pas 30 secondes. Parce on lève les genoux assez haut quand même. Oui, on lève les genoux à 90 degrés. Donc, on fait ça pendant 30 secondes. Tu trouves ça bien drôle? Oui, quand même. J'en ai un autre pour toi. Ensuite, on garde les mains sur les hanches. Donc, on va plier lentement notre corps vers la gauche, comme ça, vers la droite, comme ça. Ça va nous permettre de s'étirer. Donc, c'est pas dur, en plus, ça vaut la peine. C'est pas difficile, mais c'est très bénéfique à long terme. Il faut combattre la paresse, tout le monde. Exactement. Donc, on fait ça. Ensuite, un autre exercice que je vous propose. On garde encore les mains sur les hanches, mais cette fois, on va aller faire des rotations de chaque côté, comme ça. Donc, ça va nous permettre d'aller tirer notre tronc. Là, tu dis chaque exercice, c'est 30 secondes? Environ 5 à 10 fois les répétitions. Ou on peut faire un petit 30 secondes. C'est pas très demandant. Ensuite, le dernier... un des derniers exercices, on va se plier, on va avancer les bras, on va se plier pour aller toucher nos tibias. Donc, le milieu des tibias, ça permet d'étirer les jambes. En veston, ça va avec nos vestons qui vont déchirer, ça va être magnifique. Oui. Et finalement, on met les bras dans les airs, on tape. Mes bras vont pas plus loin que ça. Moi, ça va déchirer comme ça, mais on lâche pas. Donc, ici, et on va redescendre les bras comme ça. Et on va remonter, on tape,
on descend. Si on a notre conjoint couché à côté de nous, on peut le réveiller en tapant des mains comme ça. Allez, hop, on se lève. Mais je sais pas. Ça prend 2-3 minutes, là, pas plus. C'est ça. Puis Donc, ça commence la journée du bon pied. Exactement. Et il serait suggéré, justement, comme j'ai dit au tout début, de prendre quelques petites résolutions pendant l'année pour pas se décourager. On pourrait se dire, par exemple, moi, je vais faire 1 minute d'exercice par jour. 1 minute, ça peut être ridicule, mais pour ceux et celles qui font aucun exercice, 1 minute, c'est déjà un bon progrès. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut atteindre facilement. Ça. On peut augmenter à 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, après ça, à notre guise. Bon, alors, si tout ça, ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie de faire ça, je vous propose tout de même une activité agréable qui peut être faite à Laval. Donc, c'est une activité de pêche. C'est offert au parc de la rivière des Mille-Îles. On peut faire de la pêche en herbe sur glace, de la pêche familiale guidée également. Donc, vous êtes accompagné d'un guide. Ce sont tous les membres de la famille qui sont invités à venir s'initier à la pêche blanche. Ils découvriront les différentes techniques de pêche, différentes espèces de poissons dans la rivière, tout en apprenant les bonnes techniques. Dans le cadre de la pêche en herbe, c'est offert 3 fins de semaine, les 25-26 janvier, 15-16 février, 22-23 février. La pêche familiale offerte les samedis, dimanches seulement. Pour plus de détails, vous n'avez qu'à vous diriger au site du Parc de la rivière des Mille-Îles, le www.parc-mille-îles.qc.ca ou téléphoner au 450-622-1020, poste 227. Je prends une respiration. Et respirer aussi, c'est important. Oui, bien respirer pour débuter la nouvelle année. Merci, Sarah. Ça m'a fait plaisir. Depuis hier et jusqu'à samedi a lieu la Semaine pour un Québec sans tabac. Pour nous en parler, nous avons le bonheur de recevoir sa porte-parole pour une 2e année consécutive, la pétillante, talentueuse, souriante et éclatante, Brigitte Lafleur. Merci, Brigitte. Oh, merci, Rémi. Je suis contente de te voir. C'est effrayant. À chaque fois qu'on se voit, c'est surtout pour ton métier de comédien, mais là, tu es porte-parole d'une semaine sans tabac. Oui. C'est quoi le lien entre toi et l'antitabagisme? Ou enfin... Tu vois, je pense que mon histoire avec le tabac, ça ressemble à pas mal d'histoires de fumeurs et d'ex-fumeurs parce que j'ai fumé énormément pendant 15 ans. Oui, je t'imagine pas fumeuse. Non, parce que ça fait 10 ans quand même. Tu sais, je fête mon 10e anniversaire, d'ailleurs. Je suis assez fière. Bravo. Mais oui, pendant 15 ans, puis à la fin, je fumais vraiment beaucoup. C'était une intensive. Ouch! Mais pas mal intensive dans bien des affaires. Mais là, 2 paquets par jour, je pense qu'on peut dire que c'est fumer beaucoup. Absolument. Oui. Puis j'étais... Imagine-toi donc, premièrement, j'ai trouvé ça bien difficile d'arrêter. Oui, c'est dur. Fait que pour tout le monde, là, c'est pas si simple, je suis d'accord avec vous autres. Puis c'est pour ça que c'est important d'en parler de la semaine. Mais ce que je disais, là, je me perds, mais ce que je disais, c'est que quand j'ai arrêté de fumer, j'étais très, très, très asthmatique, au point où j'allais à l'hôpital des fois, plusieurs fois par semaine. Pour avoir des traitements de Ventolin? Oui, j'avais ma petite pompe de Ventolin, mais j'étais plus capable de le contrôler seule parce que j'en prenais trop. Fait que c'est ça qui t'a décidé d'arrêter de fumer? Avec mon chum. Parce que c'est fort, la cigarette. Je me disais que ça n'avait même pas rapport avec la cigarette que je fasse de l'asthme. Le déni, hein? Le déni. C'est tellement fort. Oui, des fois, tu te trouves même nono après, mais c'est normal. Mais ça, puis même, j'avais de la misère à faire mon métier. J'étais déjà comédienne il y a 10 ans. Puis dès que je riais, je toussais. Si je parlais trop fort, donc faire du théâtre, c'était presque rendu pas possible. Tu étais à bout de souffle à ce moment-là. Je toussais, là, tu sais, la toute pas belle, là. Ah oui, la toute fumeur, quoi. Oui, la toute fumeur. Fait que je me suis décidée, mais j'ai arrêté il y a 10 ans, mais j'avais essayé plusieurs fois parce que c'est pas facile. Puis la semaine t'offre plein d'outils, tu sais. Bon, justement, parle-moi de cette semaine-là. Oui, bon, ben la semaine, c'est fait pour qu'on en parle, parce que c'est fait pour que aussi ça donne envie aux gens de tenter le coup, tu sais, parce qu'il y a des outils. Je le dis, j'arrête pas de le dire que c'est difficile, mais quand on s'aide, quand on se prépare comme il faut, c'est vraiment moins difficile. Puis combien de gens ont mis dans leur résolution d'arrêter de fumer en 2014? Plein, c'est sûr. Puis si vous n'avez pas réussi, là, on s'en fout, c'est pas grave. Remettez-vous une autre date, parce que c'est le fun de se mettre une date puis de se préparer avant. Là, tu as la ligne J'arrête, qu'on connaît vraiment très bien. C'est J'arrête Gigang, c'est ça, hein, aussi? Pardon? C'est J'arrête Gigang aussi, il y a l'espèce de concours. Oui, il y a aussi le concours. Qui est un concours, en fait, oui, c'est ça. Exactement, tu as raison. Puis, mais bref, tu as la ligne J'arrête, c'est des gens qui sont là, qui sont spécialisés pour t'aider dans l'arrêt tabagique, puis qui te donnent de bons conseils. Des fois, c'est juste, je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir de l'appui. Donc, de le dire autour de toi que tu arrêtes de fumer, parce que, oui, tu vas peut-être péter des coches, oui, tu vas peut-être avoir un manque de... Oui, puis y avoir un manque de concentration, puis ça, c'est possible. Fait que si les gens autour de toi sont au courant, déjà, ils vont être là pour t'appuyer, non pas pour te
te taper ça à la tête. Donc là, on est dans la semaine du Québec sans tabac. Oui. On peut aller sur unmondesansfumer.ca. C'est là qu'il y a les outils? Il y a ça aussi, le site Oui. du Monde sans fumée. Puis il y a le site J'arrête aussi. Mais bref, ça, c'est 3 sites qui sont à peu près, qui forment tout un site. Là, tu vas dans mondesansfumer.ca, puis tu peux passer d'un site OK, à il y a l'autre des liens, il y a des facilement. super liens, Oui, c'est exactement. ça. Mais c'est donc là-dedans où tu vas trouver plein de trucs, plein d'outils, plein de places web. De ressources, absolument. Oui. Il y a l'aide pharmacologique aussi qu'on oublie des vrai. fois. Mais tu sais, des fois, ça peut aider. Moi, je pense que je l'aurais pris parce que... Tout à fait ça à froid? Oui, j'ai fait ça à froid, puis... OK. Oui, OK. Oui, c'est ça. Mais au moins, tu sais, ça dure 3-4 semaines, là, Ouais, où on est tyrannique. C'est là. ça, c'est ça. Après ça, ben... Mais après ça, c'est passé, C'est ça. c'est fait, puis on est libéré. C'est ça l'affaire, parce que c'est le bon mot, là, c'est une libération. 28 personnes par jour meurent des suites du tabagisme. Ouais. Ça écourte la vie de 10 ans et ça coûte à notre système de santé 1 milliard de dollars par année. Tout à fait bien informé. Voilà donc autant de raisons d'arrêter de fumer en 2014. Oui, puis le 10 ans, c'est intéressant d'entendre ça parce que Oui. je trouve que ça frappe l'imaginaire, mais que dire des années précédentes le 10 ans? C'est ça. C'est souvent dans la maladie, puis dans la souffrance, puis ça fait qu'on perd des gens beaucoup trop tôt. Fait que, oui. Donc puis voilà il l'importance. suffit juste de donner un petit coup de pied, puis ça y est. On est dans la semaine où on se donne des coups de pied. Alors, c'est la semaine d'un Québec sans tabac, unmondesansfumer.ca. Tu continues, bien sûr, à être comédienne. Ben oui. Hein? On te voit Ben dans L'Auberge du Chien Noir. Absolument. Avec ton personnage de Nadia. Oui, oui. Es-tu en deuil de Mimi? Ben oui, Un ton petit deuil peu, de ben Mimi. là, j'espère bien. Oui, ben oui. Là, je suis en préparation aussi pour un deuxième vernissage de mes Hey, tes tableaux. toiles, j'ai vu ça. Oui. BrigitteLafleur.com. Ben oui, t'es bien. Non, j'ai vu tes toiles, c'est Ah, ben, absolument je te merveilleux. remercie, je te Les remercie. ballerines, les chevaux, j'ai vu les portraits. Qu'est-ce que je manque aussi? Il y en a un quatrième. Ah, les petits chiens, mais ça, Oui, les c'est chihuahuas. plus des jokes, ça. Ça, je fais des petits chihuahuas. As-tu le temps de peindre en ce moment? Oui, ben là, je prends le temps. Là. Je prends le temps pour le faire parce que j'ai une exposition qui commence au mois de juin à l'Assomption, au Théâtre Hector Charland. Oui, OK. Il inaugure un nouvel espace fait exprès pour exposer des œuvres d'art. Alors, je suis assez fière. Puis tu peins en quoi? C'est quoi? À l'huile, À l'huile. principalement. Mais j'essaye l'eau, là, mais c'est ça. Non, l'huile, c'est mon petit... Arrêter de fumer puis peigner, c'est une façon de... oui, hein? bien, absolument. Pourquoi pas? Trouvez-vous un petit... C'est ça, un petit passe-temps. Un petit passe-temps, là. Et tu es une grande peintre, je te le dis vraiment, c'est Ben, très, je te très beau ce que remercie, tu fais. vraiment, merci. Alors, unmondesansfumer.ca pour tous les détails pour cette semaine d'un Québec sans tabac. Et puis, sur notre invité, BrigitteLafleur.com, si vous voulez voir ses différentes œuvres. Merci. Merci, Ravi, merci. Bonne année, au plaisir Bonne de année. se revoir. Notre experte mode beauté, Odile Chevassu, nous parle aujourd'hui de blanchiment de dents. Ben oui, tout à fait. Tu sais que le sourire, c'est la première entrée du cœur. Hein? Quelqu'un qui Oui. nous sourit, ça donne tout de suite le ton. Ça communique plein de bonne énergie. Exactement, exactement. On vient de passer la période des fêtes, on a bu beaucoup de vin rouge. C'est tout ce qui tache les dents. Alors, café, le thé, le vin rouge, les jus de raisin aussi. Alors, bon, c'est le temps de faire un petit rafraîchissement de notre sourire. Tu connais il y a beaucoup de choses qui sont offertes sur le marché. Oui. C'est pas nouveau. On a l'impression que c'est nouveau, le blanchiment de dents. Moi, Tu sais, ça fait longtemps que j'ai fait faire ça. Là. Je Oui. te disais tout à l'heure, hors d'onde, ça fait au moins 15 ans. J'avais utilisé le procédé des petites gouttières là, avec les seringues, là, que tu rentres ton petit gel dedans, puis tu portes ça pendant 2 semaines. C'était long à ce moment-là. Absolument. Puis on retrouve aussi, même dans les écrits des Chinois, dans les livres, les Chinois, ils utilisaient de la poudre à base de musc et de gingembre pour blanchir leurs dents. Et les Romains utilisaient du lait de chèvre aussi pour blanchir les dents. J'ai Alors, entendu dire que l'urine blanchirait les dents. ben, en fait, j'ai lu ça, que les Romains brosses les dents avec utilisaient... l'urine. Mais c'est ça. Puis je suis pas allée fouiller plus loin, donc j'osais pas te l'amener sur le plateau Moi, je aujourd'hui. dis les vraies choses. Allons-y. Mais moi aussi, je l'ai lu. Donc, il doit y avoir une base, quelque part, de vérité là-dedans. Mais je pense qu'on a des techniques plus actuelles. Oui, c'est ça. Mais bon, si vous avez peu de moyens ou vous aimez les techniques naturelles,
Oui, c'est ça. Mais bon, on va t'offrir autre chose aujourd'hui. Merci. Tu parlais des gouttières. Moi aussi, j'en ai encore des gouttières. Ça fait autant d'années que toi ça que j'ai fait fonctionne faire. encore, ça, aujourd'hui? Oui, tu achètes tes petites seringues et tu as plus, souvent, tu sais, c'est le peroxyde d'hydrogéné qui est à l'intérieur, qui est la différence entre les produits que tu retrouves chez toi, les produits que tu achètes chez le dentiste. Donc, quand ton taux est plus élevé, évidemment, ton blanchiment devient plus rapide. Tu as des choses, tu les utilises moins longtemps. Mais évidemment, le laser, qui est très tendance. J'ai utilisé ça récemment, le laser. Et comment tu as trouvé? Bien, ça fonctionne. Ça prend quoi, 1 heure? Même pas une demi-heure. Puis vraiment, tu as les dents ultra blanches. Mais j'ai une amie hygiéniste dentaire qui m'avait dit que c'était pas l'idéal pour les dents. Apparemment que les gouttières, ça serait mieux. Mais t'as moins plusieurs pire. techniques Peut-être pas aussi. mieux, mais moins pire. Bien, c'est ça. Bien, évidemment, c'est une technique rapide. C'est ça, tu as 30 minutes. Tu peux faire 2 fois 30 minutes aussi. Mais si tu fais dans des endroits, tu as plusieurs techniques. Tu as le zoom, tu as plusieurs lasers qui utilisent ça. On dit qu'il y a des lasers qui peuvent blanchir jusqu'à 8 teintes en une séance. Puis aussi, évidemment, il faut que tu ailles dans un endroit spécialisé pour protéger. Souvent, ils protègent ta gencive aussi avec un produit. Parce que pour les personnes qui ont les dents sensibles, tu ressors, tu as souvent une sensibilité énorme dans tes dents et pendant plusieurs jours, tu le ressens. Évidemment, ça s'estompe avec le temps, mais tu as un résultat rapide. Si c'est ce que tu veux, très rapidement, effectivement, tu as un résultat. Mais si c'est pas bien fait selon le laser, ça peut redevenir rapidement taché parce que des fois, ça fait juste le superficiel. C'est ça, mais il de ta faut arrêter de consommer les choses qui font jaunir les dents, ou comme le vin, tout ça, ou le café. Si tu consommes beaucoup de café, mais là, je pense que ça peut empirer, à la limite. Là. Ça tâche. Ça rend ça tâche, les dents sont plus sensibles, non? Mais en fait, ils sont pas plus sensibles, mais ça tâche ta dent, effectivement. Donc, tu peux aller faire des traitements comme ça au laser. Tu vas 1 fois par année, ou tes gouttières aussi, tu les fais de façon annuelle. Et le traitement est bon pour justement 1 an à 2 ans. Parallèlement, tu as tous les produits maison qui sont faits maintenant. Plus abordable aussi. Plus abordable et qui fait l'entretien parce que quand tu t'aimes boire du vin rouge puis du café, on ne va pas changer souvent notre mode de vie, mais on va adapter des produits pour enlever ça. Oui. Alors, tu as des produits qu'on utilise tous les jours. Arm & Hammer, qu'on connaît avec le bicarbonate de soude qui est reconnu depuis longtemps aussi pour enlever les taches. Oui. Alors, tu l'utilises et au bout de quelques semaines, tu as déjà aussi jusqu'à 3 teintes de blanchiment. Donc, c'est des produits qui sont actifs. On connaît évidemment toute la collection de Crest, Les le bandes. 3D. Les bandelettes, maintenant, tu en as qui ont une fonction de 1 heure. Fait que si c'est quelque chose à la dernière minute, tu le sais, dans nos milieux, des fois, un gala de bienfaisance, n'importe Une quoi. entrevue, une audition, n'importe quoi. Exactement. 1 heure, voilà, c'est fini. Et la nouveauté, Crest 3D, c'est pour les dents sensibles. On parlait de la sensibilité des dents. Alors, c'est une nouvelle collection qui est sortie cet automne. Blanchiment et évidemment tous les autres bienfaits du dentifrice. C'est devenu presque un must dans la société aujourd'hui, avoir un sourire étincelant. Je veux dire, maintenant, c'est abordable. Alors, faites Tout à attention à vos dents. C'est important, ça donne une belle image de soi, je trouve. Tout à fait. C'est un premier vrai beau contact. Exactement. Merci beaucoup, Adil. Merci. Dans cette économie sans cesse changeante, il faut s'adapter aux nouvelles tendances. Et parmi les grandes tendances de ces dernières années, il y a la vente en direct. Elle le sait mieux que quiconque, puisqu'en parallèle de son extraordinaire carrière de chanteuse, elle a décidé d'être entrepreneur dans ce domaine. Marie-Alice Depestre, contente de te rencontrer. Je t'ai déjà vu sur des scènes, mais là, on se voit live tous les deux. C'est pas la chanteuse que je vais jaser. C'est à l'étudiante qui a fait les HEC, donc une spécialiste de ce domaine-là, qui a décidé d'aller dans le domaine de la vente en direct. Je veux d'abord savoir, ça vient d'où cette nouvelle mode de la vente en direct, Marie-Alice? En fait, c'est un mode de distribution de produits qui existe depuis très longtemps, mais qui n'a pas vraiment été populaire. Vraiment, la vente de détail était plus populaire. Puis ensuite, il y a aussi les franchises, qui était une autre tendance qui a eu une explosion, qui a permis aux entrepreneurs de choisir un mode d'activité et aussi la vente directe. Donc, dans le fond, en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui vient chercher les gens, que les gens veulent avoir plus d'informations sur comment partir une entreprise à la maison dans la vente directe. C'est souvent, c'est un revenu d'appoint souvent pour les gens. Donc, ils ont déjà un emploi de base et ils décident de devenir ce qu'on appelle communément des sidepreneurs. Oui. Explique-moi, c'est quoi un sidepreneur?
Un sidepreneur, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui recherche à soit améliorer leur vie ou carrément changer leur vie. Donc, améliorer la qualité de vie, c'est quoi? Un 500 $ de plus par mois, ça peut changer. Ah, ça fait une différence, bien sûr. Ça fait une méga différence. Bien sûr. La voiture que l'on conduit, les vacances qu'on peut s'offrir avec notre famille, investir dans une propriété, économiser pour l'école de nos enfants plus tard à l'université. On sait que ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Oui, donc ça, vraiment, ça permet de travailler à temps partiel. Un système prouvé de succès d'où on retrouve des produits qui sont prouvés dans une bonne compagnie, c'est-à-dire donc des bons produits. La recherche et développement est déjà faite, le marketing est déjà fait, le magasin en ligne, le service à la clientèle. Donc, toutes les ressources d'une grande compagnie, mais qu'on opère à partir de chez nous. Bon, toi, tu parles d'un produit qui est celui que tu endosses, qui est Arbonne. On n'en fera pas toute l'apologie, mais c'est un produit dans lequel tu crois. Oui. Comment est-ce qu'on choisit, justement? Parce qu'il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines de produits que l'on peut vendre en direct. Il y en a beaucoup là-dedans, c'est de la poudre de perlimpinpin. Effectivement. Pourquoi tu choisis Arbonne versus d'autres? Et comment est-ce qu'on fait pour choisir un produit qui nous ressemble? En fait, j'ai choisi Arbonne parce que je vois le potentiel mondial d'une compagnie qui a une expérience de 34 ans, mais qui est quand même au début de la phase d'expansion. Donc, c'était comme on appelle ça une tempête idéale de succès. Perfect storm, comme dirait. Perfect storm for success, c'est ça. On retrouve 4 facteurs de succès, puis c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dr. Charles King, qui est un professeur de l'Université de Illinois. Lorsqu'on choisit une compagnie, il faut avoir 4 facteurs de succès. Donc, des produits de consommation. Oui, il faut que ça plaise au plus grand nombre possible de gens, déjà. Oui, là, et des produits qui se renouvellent. Okay. Donc, pas une télévision qu'on achète ou des meubles qui vont rester là pendant plus de 5 ans. Je comprends. Ce qu'on appelle communément le repeat. Ouais, donc, la répétition. Donc, exactement. Okay. Et c'est des produits, en fait, aussi la grande demande de marché. On est dans l'ère du santé-bien-être. C'est vrai. Arbonne est une compagnie qui a toujours été dans ce domaine, qui a toujours été verte depuis 34 ans, a toujours été végétalienne, sans gluten et à base de plantes. Sauf que moi, en tant que client, je m'en fous de ça. Moi, ce que je veux, c'est un bon rapport qualité-prix, puis je veux, quand j'achète quelque chose, que j'ai l'impression d'en avoir justement pour mon argent. Exactement. Donc, axé sur les résultats. Tu m'as parlé d'une première, donc qu'il y a une large distribution, enfin, à tout le moins qu'il y ait une demande sur le produit. Ensuite, les autres? Les produits de consommation, demande de marché. Ensuite, la possibilité de maximiser notre temps. Donc, vraiment de bâtir un réseau qui permet de distribuer les produits à grande échelle. Okay. Et ensuite, aussi la tendance. Donc, on voit que les ventes en ligne ont surpassé les ventes de détail. Les magasins Future Shop ferment parce qu'ils ne peuvent pas compétitionner avec leur propre magasin en ligne. C'est vrai que cette année, il y a eu plus de ventes, je pense, en ligne qu'il y en a eu en magasin. Et ça ne va pas reculer. Non, là. c'est vrai. C'est une nouvelle tendance, une tendance lourde. Oui. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, toi, tu te sers de ça comme revenu d'appoint, bien sûr. Ben oui. Puis en même temps, tu continues à faire ta carrière de chanteuse. Oui. Est-ce qu'une chanteuse, c'est une bonne vendeuse? Parce qu'il me semble que c'est un peu à contre-courant. Parce que d'habitude, tu sais, quand on est chanteur ou on est artiste, on donne, tandis que là, on essaie de prendre d'une certaine façon quand on vend, non? En fait, moi, je ne le vois pas comme ça parce que je ne force personne à acheter. Les gens utilisent déjà ces produits. Donc, tout le monde se lave, en fait, j'espère. Le plus souvent possible. Voilà. Okay. Les gens prennent soin d'eux, ils prennent des vitamines. Et puis, moi, j'offre une solution, vraiment informer les gens. Donc, je commence vraiment par ça. Informer les gens sur pourquoi les produits Arbonne se distinguent. C'est quoi l'avantage des produits? Bien, on n'a pas les produits chimiques toxiques. C'est un standard suisse dans lequel le standard suisse bannisse plus de 1200 produits chimiques toxiques, tandis qu'en Amérique du Nord, c'est plutôt 10. Je pense que tu dois être une bonne vendeuse de manière que tu me parles de ça. Ta mère, elle achetait sûrement des produits Avon, des produits, c'était Amway, il y avait aussi Mary Kay il y a bien longtemps. Est-ce que c'est le même modèle, mais avec une sauce 2014? C'est-tu la même chose? Mais moi, je ne connais pas les modèles des autres compagnies, je dois t'avouer. Mais moi, je sais une chose, c'est que Arbonne a une équipe corporative, dont Kay Napier, qui était en fait vice-présidente pour Procter & Gamble pendant 23 ans. Ensuite, vice-présidente pour McDonald's. Donc, c'est elle qui est venue, en fait, redonner vie à McDo après le film Super Size Me. Là. OK, oui, c'est vrai que ça donne un coup. Donc, une équipe vraiment corporative avec aussi Michael D'Arminio, Dr. Matravers, qui travaille pour Aveda et Neutrogena auparavant. Donc, une équipe vraiment qui amène Arbonne dans l'ère du 2014 et
Une croissance à venir, oui. Bon, si vous voulez des détails, c'est arbonne.ca hein, pour tous En les fait, c'est produits. marialice.myarbonne.ca. Ah, tu l'as, ton adresse. OK, puis la carrière de chanteuse, comment ça se passe? C'est super. Oui. Oui, donc je continue à chanter, à jouer aussi, à faire de la voix, donc d'autres genres de rôles aussi. Bien, merci. Je te souhaite une belle année 2014. Et merci de nous avoir parlé de ce phénomène de la vente en direct. Merci. Pour cette première chronique art et spectacle de l'année, on a pensé vous inviter en studio un chanteur lavallois qui a fait sa marque dans les dernières années, mais surtout depuis la dernière année. C'est Étienne Cousineau. Bonjour, Étienne. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Comme je disais, toi-même lavallois, bien actif ici depuis des années. Oui. On en reparlera tantôt avec, entre autres, ton théâtre musical. Bien sûr, les gens te reconnaissent aujourd'hui, plus que jamais, je Oui. pense, depuis ton passage Oui, à la disons, voix. le gros changement depuis la voix, c'est la fin de l'anonymat. Ouais, c'est ça, hein? Il n'y a pas une journée, même en fin de semaine au Carrefour Laval, là, c'était juste fou. On dirait que ça venait d'arriver. Oui, puis déjà, ça fait quoi, presque un an, Ouais. la nouvelle édition? 20 a commencé? janvier, c'était mon audition à l'aveugle, je m'en rappellerai. Donc, pour moi, il y a vraiment un avant puis un après 20 Ouais. janvier. Mais positif quand même, ce changement, bien Ah sûr. oui, puis il faut être constant aussi. Tu peux pas dire je m'en vais à une émission à heure de grande écoute à TVA en voulant garder son anonymat. Puis non, faut l'accepter. Puis les gens sont très respectueux, très Mais surtout fins. que tu as été accepté donc, dans une des équipes. Oui. Tu as quand même cheminé pas mal dans l'émission jusqu'à temps que, bon, finalement, tu en sortes. C'est ça. Et Jusqu'en demi-finale, donc c'est ça. quasiment tout le long de l'aventure. Donc... ben, c'est ça, ce qui fait que les gens te reconnaissent encore plus. Mais surtout, je pense que c'est la voix. Tu représentais bien. Beaucoup disaient c'est la voix. Parce que ta voix a un registre incroyable. Oui, assez exceptionnel. non correspondant. Ça correspondait pas très au physique au c'est départ, oui. Donc, toi qui as fait du chant classique depuis longtemps, de la musique classique, et là, tu nous as offert un album à l'automne dernier. Ah oui. Ma voix, ton premier album personnel. Personnel, ma voix VOIE, comme Ouais. un petit clin d'œil à l'émission, mais aussi une façon de dire que je vais faire mon chemin, que je vais continuer en tant qu'artiste à évoluer sur ce chemin-là. Mais aussi, bon, c'est un album de cover, de reprise, mais à sauce lyrique, adapté à ma façon. Donc. C'est ça, il y a plusieurs pièces, autant des pièces aussi de la musique populaire, quand Ouais. même Frozen, entre autres. Frozen, on va en fait de La Vallée, l'air que j'ai fait à l'audition à l'aveugle, qui est un air d'opéra, puis je m'en vais jusqu'à Nightwish avec la chanson Nemo, qui est un groupe rock, gothique. Donc c'est assez, je couvre large. Ben c'est ça. Et là, tu disais dans la pochette de l'album, tu écrivais qu'enfin, j'acceptais aussi Ouais. ma voix. Ça a Ouais. été ce processus-là aussi de dire, mais je reconnais que j'ai une voix différente. Oui. Puis maintenant, c'est plus une force qu'une espèce de bizarrerie. Là, Exactement, peut-être. Ouais. mais il faut aussi accepter que quand on a une différence, ça peut déranger, puis ça, moi, je l'accepte. Fait que Ouais. ceux qui aiment pas ou ceux que ça dérange, qui m'écoutent pas, ça, c'est pas grave. Mais j'ai été sauvé une fois par le public, donc je sais que la cote d'amour est là, et je vais toujours continuer pour ceux qui ont voté pour moi. Là. Ben, de toute façon, c'est ça. Il y a toujours des gens qui vont être Ben là oui. pour critiquer. Mais là, cet album-là, Ma voix, donc, qui est sorti depuis quelques mois, qui va bien quand même. Oui, oui. Et déjà, tu es en préparation pour un autre album pour 2014. Exactement, mais celui-ci de chansons originales. C'est pas moi qui va composer parce que ça serait pas très bon. Non, mais, t'as pas encore, ça serait comment des ça? comptines à 4 notes. Là. Mais non, j'ai pas ce talent-là. Puis j'ai pas envie de m'y mettre à ce stade de ma carrière, de me risquer à ça. Il y a des gens qui ont ce don-là, ce talent-là. Donc je vais Mais dans quel style on peut s'attendre à avoir cet album? Il y a quand même si tu veux pas composer, tu dois avoir des idées. C'est de sûr. dire, j'aimerais chanter. J'aime bien, je l'ai toujours dit, j'aime bien les albums à la Sarah Brightman, à la Josh Ouais. Groban. Donc, du pop lyrique. En fait, faut juste que je me décide parce que je voudrais faire un album des fois très traditionnel, des fois très rock, très avec beaucoup de sonorités pop. Ouais. Donc là, faut regarder les termes où c'est abordé, ça va dépendre. Donc, ça peut être quand même un album assez diversifié, assez éclectique. Exactement. Avec Étienne Cousineau, vraiment, la marque, on va commencer Voilà. à Et voir. toujours ma voix lyrique, ça ne Ouais. changera pas non plus. Et ta voix lyrique, tu l'utilises aussi dans ta production au Théâtre Belle Lurette Oui. depuis maintenant 10 ans. C'est notre 10e anniversaire cette Déjà? année. 10 ans, ça a passé vite. En fait, j'ai fondé ça au retour, quand j'ai fait la comédie musicale Chicago à Paris en 2015.
2004. Je suis revenu, donc j'ai fondé ça tout de suite. Et là, on présente au mois de mars l'Oncle Célestin, 20 personnes sur scène, donc 5 danseurs, 4 choristes. C'est du théâtre musical, puis t'achètes toujours, c'est toi qui choisis les œuvres que vous présentez. Oui, toujours des œuvres assez inconnues, si on peut dire. Ouais, exactement. Oubliez celle-là. L'Oncle Célestin a été écrit fin 19e, donc je pense que c'est 1890 environ. Et je pense qu'elle n'a jamais été présentée au Québec. Donc, on dépoussière, on fait un gros travail. Mais c'est une œuvre en français? En français. Ça peut faire peur, mais en fait, c'est du théâtre musical. C'est très drôle. Il y a alternance de textes parlés, chantés, de la danse. C'est très vivant. Donc, on va là, on se met notre cerveau à off, on pense pas, puis on passe un bon divertissement. Là. Puis un divertissement quand même différent d'autres spectacles qu'on peut voir. On s'ouvre quand même à d'autres choses. Et moi, c'est par l'opérette que je suis allée vers le chant classique et ensuite la voix. Donc, si j'avais pas connu l'opérette, je sais pas où je serais aujourd'hui. Je dis pas que tous les chanteurs classiques font ce cheminement-là, mais moi, c'est ça qui m'a initié au théâtre musical, à la comédie musicale. Et ceux qui t'entourent, tu parles de 20 personnes sur scène, ce sont des chanteurs qui font partie de la production tout le temps ou que toi, tu recrutes pour chaque spectacle? J'ai comme un noyau principal où quand je lis une pièce, je fais « Ah, cette personne-là, elle serait bonne dans ce rôle-là. » Donc, puis ensuite, je vais combler avec le reste, là, parce qu'il faut respecter le casting. Moi, je suis pas très pour... si c'est un rôle de 60 ans, mais je suis pas pour de prendre un jeune de 20 ans puis lui mettre des cheveux blancs. J'y crois pas. Enfin, je vais avec mon casting et tout. Donc ça, ce spectacle-là, tu disais, c'est au mois de mars. Donc, c'est les 14, 15 et 16 mars. Exactement. 4 représentations à la Maison des Arts de Laval. Les billets sont déjà en vente. L'Oncle Célestin. Voilà. Et on attendra ton nouvel album de musique originale quelque part? On pense fin printemps au début automne, là, tout dépendant. Donc septembre. Et les dates de tournée aussi, là, on attend ton spectacle. Oui, la tournée est en train de se dessiner à l'horizon. Les dates rentrent, mais il n'y a pas de date encore à annoncer. Mais il va y avoir spectacle solo de l'album Ma Voix. Ma Voix, qui, donc, on pourra voir les dates, entre autres, sur ta page Facebook? Page Facebook et éventuellement sur mon site web. Comme dot on sait plus, il est en création. Mais oui. Sinon, en attendant, l'album est en vente partout. Sinon, sur Facebook, Gogo, tapez Étienne Cousineau. Voilà. Plein de liens vont apparaître. Voilà. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Grand plaisir. Merci, très belle année à toi. Merci, pareillement. La députée de Sainte-Rose, Mme Suzanne Proulx, est maintenant devenue une chroniqueuse régulière à l'émission. Et cette semaine, elle vient nous parler de l'hypersexualisation des jeunes filles et du colloque qu'elle organise à ce sujet le 30 janvier prochain. Bonjour, madame. Bonjour, Amélie. Alors, est-ce que ça rentre un peu dans le cadre de votre travail en tant qu'adjointe parlementaire à la ministre responsable de la condition féminine? Oui, ça entre tout à fait dans ce rôle-là. Sauf qu'à la base, je vous dirais que c'est vraiment à titre de députée de Laval que je me suis sentie interpellée par ce dossier-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait annoncé en novembre dernier la tenue d'un concours mini-miss à Laval. Ça avait fait jaser pas mal, effectivement. Ça avait fait jaser beaucoup et je vous avoue que moi, j'ai été très interpellée et j'ai réfléchi beaucoup à ce dossier-là et j'en ai parlé à la ministre, effectivement, de la condition féminine et je lui ai proposé de poursuivre une réflexion un peu plus structurée à Laval et de voir quelles seraient les pistes de solutions si on voulait contrer le phénomène de l'hypersexualisation des jeunes filles au Québec. Qu'est-ce qu'on a à leur offrir à nos filles? On a donc convenu que ce serait intéressant de réunir les principaux intervenants qui ont à intervenir avec des enfants, avec des jeunes, et de les réunir dans un forum pour pouvoir échanger les différents points de vue sur ce sujet-là. Et ce serait un peu grâce à vous, grave parce que moi je trouve ça aberrant, ces concours-là, mais grâce à vous que ça n'a pas eu lieu, en fait. En fait, non, ce n'est pas grâce à moi que ça n'a pas eu lieu, c'est grâce à la mobilisation de 50 000 personnes qui ont signé une pétition qui, à l'origine, a été lancée par une jeune féministe, Léa Clermont. Et il y a au-delà même de 50 000 signataires à cette pétition. Et je pense que c'est cette mobilisation, cette force-là qui a fait reculer les organisateurs du concours devant le tollé général et devant la position assez claire qui rapidement s'est dégagée
engagés ici contre la tenue de ce concours-là. C'est quelque chose de très américain. Je savais même pas que ça pouvait avoir lieu au Canada, ces concours-là. En fait, ça existe au Canada. Ça aurait été une première au Québec. On souhaite qu'il n'y en ait jamais parce que, en fait, la journée de réflexion qu'on va tenir le 30 janvier va vraiment nous tracer le portrait de ce que c'est que l'hypersexualisation comme phénomène social, de l'impact négatif que ça peut avoir sur nos filles. Vous savez, les adolescentes sont en phase de construction identitaire et quand la seule image qu'on leur renvoie, c'est une image réductrice, hyper sexualisée, qui se rapporte uniquement à l'apparence physique et au corps, les jeunes filles en viennent à croire que leur propre valeur passe nécessairement par l'apparence physique. J'ai l'impression de nos jours que les jeunes filles, si elles ne sont pas sexuellement désirables, elles pensent qu'elles valent rien du tout. C'est exactement ça. Et cet impact-là est beaucoup plus grave qu'on peut le penser. Ce n'est pas anodin comme impact. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des intervenants des centres jeunesse et qui me disaient à quel point une jeune fille qui a une très faible estime d'elle-même, qui ne se valorise qu'à travers son sex appeal, peut devenir une proie extrêmement facile pour des gangs de rue, éventuellement s'en aller vers l'exploitation sexuelle. Donc, ça va au-delà d'une mauvaise estime de soi ou de problèmes même d'anorexie, les troubles alimentaires, tout ça, ça peut être vraiment dangereux même. Ça peut aller très loin et je pense qu'on est mûr au Québec pour une réflexion collective sur ce sujet-là. Mais pas seulement réfléchir pour réfléchir. D'une part, on aura des conférencières qui ont fait des études, qui vont nous rapporter en fait des résultats d'études qu'elles ont menées sur ce sujet-là. On aura des témoignages d'intervenants terrain. On aura des témoignages de jeunes femmes aussi. Et je pense qu'on doit aller vers éventuellement une action concrète. Vous, en tant que politicienne, vous pouvez justement faire avancer le dossier puis faire votre part à ce niveau-là. Mais monsieur, madame, tout le monde, comment on peut faire? On dirait qu'on est pris dans cette mentalité-là, qu'on ne peut pas revenir en arrière. Tout à fait. C'est une question de sensibilisation aussi. Je pense que ça doit passer par une sensibilisation des parents. Vous savez, et on n'est pas toujours conscient comme parent. Moi-même, je suis mère d'une fille de 18 ans, donc j'ai été confrontée à tout ça aussi. Comme parent, c'est difficile parfois de voir jusqu'où on va quand une enfant de 7 ans, 8 ans veut s'habiller comme si elle avait 20 ans, et parce que toutes les autres petites filles sont habillées comme ça. Alors, quelles sont les réponses? Qu'est-ce qu'on peut faire comme société? Je pense qu'on peut commencer par faire une prise de conscience pour ensuite... et il y a des pistes de solutions. Vous savez, il y a des choses intéressantes certainement qui vont se dire le 30 janvier. Je vous donne simplement un exemple. Il y a des liens qui ont été faits, il y aura quelqu'un pour nous en parler, entre la pratique du sport d'équipe et l'hypersexualisation. En fait, la pratique du sport d'équipe comme solution ou un peu pour renvoyer une autre image et offrir d'autres pistes à nos filles que uniquement se valoriser par l'apparence physique. Puis l'éducation également, là, tout à fait. Plus on est éduqué, plus on se rend compte qu'il y a autre chose que effectivement, ça. Effectivement. Mais c'est un phénomène qui est relativement récent, parce que moi, quand j'étais au secondaire, on s'habillait encore avec des cols roulés, puis 2-3 chemises, des pantalons lousses. Donc, ça a été plus tard, je pense, dans les années 90 que ça s'est développé. Effectivement, et ça va pas en s'améliorant. Je trouve que c'est de plus en plus présent dans notre société. Et je pense que mon rôle de députée, c'est d'être un peu une bougie d'allumage pour faire en sorte que les gens se parlent et qu'on puisse collectivement réfléchir à ça et se donner des pistes d'action ici à Laval. Parce que c'est pas dans les médias que ça va s'améliorer. Je pense que, comme vous dites, c'est toujours de pire en pire dans les vidéoclips, la publicité, tout ça. Et voilà, tout ça. Il faut vraiment remettre des choses en question. Bien, merci beaucoup, Madame Proulx. Je veux juste rapidement donner votre site Internet, suzanneproulx.org, et on peut vous suivre sur Twitter aussi. Effectivement. Merci. Merci à vous. S'il y a quelque chose qui ne se démodera jamais, c'est la bonté humaine. Et à chaque semaine, ou presque, parce que là, elle va prendre ça aux 2 semaines, elle attend un petit bébé, elle vient nous parler et nous faire découvrir quelqu'un qui fait une différence dans son milieu. Peggy Belland, merci d'être là. C'est toujours un plaisir, Éric. On commence à voir les rondeurs. Oui. Comment tu prends ça? Ça se passe bien, oui, la grossesse? ça va super pas trop de maux de cœur?
Non, beaucoup Non? de fatigue, mais là, je remonte la pente. On est dans le 2e trimestre qu'on appelle. Oui, là, OK. Je suis super contente. Et je suis surtout contente d'être de retour avec vous pour vous présenter toujours des petits trésors Lavallois. Même chose. Et avant de vous présenter l'invité de cette semaine, j'ai toujours des petites questions à te poser. Oui, vas-y, je suis Puis prêt. les impôts s'en viennent. Bon, merci. Attends, je vais prendre une petite gorgée d'eau, ça va bien aller. Je peux peut-être faire économiser un petit peu d'argent. Ah oui, pourquoi pas? En fait, dans les impôts que vous allez faire cette année, il y a 2 rapports d'impôts, évidemment. Il y a fédéral et provincial. Et au niveau fédéral, il y a l'annexe 9. Quand vous faites des dons en argent aux organismes, vous faites économiser jusqu'à 80 d'impôts. Donc, OK, sur ces dons-là. sur ces dons-là. Oui, Donc, oui, bien sûr. par exemple, si vous faites un don de 1 000 vous pouvez déclarer 800 en retour d'impôt. Donc, au lieu de le donner au gouvernement, Ben oui, vous le donnez à c'est une œuvre vrai. de charité. Mais si je donne du temps, moi, tu vois, j'ai pas beaucoup d'argent à donner aux organismes, mais je donne du temps. Est-ce que ça se déduit? Non, pas vraiment. Non, mais il y a certains organismes ou certaines fondations qui vont calculer et des fois, ils vont pouvoir vous donner un reçu de charité quand même. OK. Je sais que ça existe. Ils le font pas tous, mais il y en a certains qui le font. C'est drôle, hein? Bénévolat, pour moi, être bénévole, pour moi, c'est béné-love. Je revire les lettres à l'envers. Ah, c'est de c'est donc l'amour. bien beau. Mais j'aime ça. Béné-lever, en fait, je pourrais presque Il faudrait dire. bénévoler pour 2014. Si vous n'avez pas pu faire des dons ou donner du temps, Oui. ce pourrait être une de vos résolutions. C'est vrai. Faites comme notre invité de cette semaine. Oui, c'est qui? Parle-moi de lui. Ronald Saint-Jean. Et je suis certaine que vous connaissez son œuvre. Quand on va au centre commercial, là, Oui. vous voyez dehors, il y a des petits autobus Oui, blancs oui. de la STM, surtout dans la région de Montréal. C'est surtout pour les gens avec mobilité réduite, c'est tout ça? Exactement. En fait, pour les aînés, ces autobus blancs-là, en fait, permettent aux personnes aînées de se déplacer dans des points stratégiques de la ville de Montréal. Exemple, pharmacie, centres commerciaux, différentes résidences, docteurs. sûrement. Et c'est Ronald Saint-Jean qui a parti ce projet-là en 2006 en collaboration avec la STM. Et voici son histoire et les images que je vous ai rapportées. Monsieur Saint-Jean, vous êtes à l'origine de la création des navettes qu'on voit dans les centres commerciaux pour aider les aînés. Vous avez parti ça en 2006. D'où vous est venue cette fabuleuse idée? C'est aux alentours de 2006. Il y a une section ou un territoire sur l'île de Montréal, je crois de mémoire, c'était Notre-Dame-de-Grâce, qui avait commencé la navette or. Et ça n'a pas fonctionné. Plus tard, vers 2006, j'ai parti un projet avec des gens qui étaient intéressés par le projet. On a essayé d'établir un circuit à Montréal-Nord. Parce que les personnes, les aînés ou les personnes âgées voulaient avoir un meilleur service. Parce qu'à Montréal-Nord, il y a près de 18 % de la population, ce sont des aînés. Et c'est pas tout le monde qui est très riche à Montréal-Nord. Alors, il fallait s'occuper de ces gens-là. C'est là que j'ai dit, je vais partir les navettes or à Montréal-Nord. Et en avançant tranquillement, Rosemont, Saint-Michel, eux autres aussi étaient intéressés. Fait qu'avec 3, j'ai réuni les 3 personnes ou les 3 territoires. J'ai dit, on va aller à la STM, on va faire notre demande pour avoir les autobus en question. Alors, pas la première réponse, mais la réponse qu'on a obtenue officiellement est en 2008. Ça a pris 2 ans pour travailler le dossier. Et en 2008, mais effectivement, au mois d'août 2008, l'autobus ou le transport en commun en question pour les aînés a débuté. Et actuellement, on compte 10 navettes. Il y a 10 navettes or et la dernière, c'est surtout Taxi or, qui va rendre encore plus le service aux aînés. Parce que quand ils prennent l'autobus, s'ils ont des colis, des paquets ou quelque chose, c'est peut-être pesant. Mais le Taxi or va aller les chercher à la porte et les ramener à la porte avec peut-être 4-5 personnes dans le taxi. Et le chauffeur pourra peut-être rendre service et emporter les paquets, la marchandise en question pour les gens. C'est le nouveau projet que vous travaillez. Et ce projet-là va voir le jour quand, les taxis? Bon, les projets sont déjà en marche. À l'île des Sœurs, c'est le Taxi or.
Mais là, nous sommes en train d'étudier avec la STM et avec la table de concertation des aînés de l'île de Montréal, à savoir quelles sont les priorités. Parce qu'il y a des services, c'est rentable. Il y en a d'autres, c'est moins rentable. Parce que si vous prenez 2, 3 personnes qui veulent voyager dans l'autobus, ça de là, il faut penser aussi là, que c'est la STM, c'est des dépenses, la navette comme telle, le chauffeur, et tout le monde paye le même prix. C'est 3 piastres pareil pour les aînés, là. Fait qu'il faut faire attention. Si la STM veut nous rendre des services ou rendre des services aux personnes âgées, mais il faut que excusez l'expression, mais il faut que les personnes âgées bougent un peu plus. Sinon, ça va tout être éliminé. L'ouvrage que j'aurais fait, mais moi, on va dire, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais vous autres, vous ne suivez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous, on a foi en votre projet, Monsieur Saint-Jean. Je rappelle que vous faites tout ça bénévolement. Donc, au nom de la chronique, mille merci. On vous félicite pour tous vos beaux projets. Vous êtes un beau modèle et on vous encourage à continuer. Merci beaucoup, madame. C'est merveilleux de nous faire connaître comme ça des gens qui font une différence autour d'eux. Puis c'est parti du bénévolat, cette histoire-là. C'est merveilleux, vraiment. Si vous avez des suggestions pour toi, Peggy, parce que tu en cherches toujours des gens qui font du bénévolat, que tu veux mentionner ici dans la chronique. On a besoin de vous connaître, donc au peggy@cbrl.ca. On se donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Fais attention à toi et au petit bébé. Promis. Merci, Peggy. Ça fait plaisir. Cette semaine, Marie-Hélène Chartrand nous fait un pot pourri de ce qui se passe à Laval. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour. Plusieurs choses qui se passent à Laval cette semaine. Tout d'abord, on recherche des bénévoles. C'est le Centre de bénévolat et de moisson Laval qui recherche des bénévoles. Tout d'abord, pour transporter des personnes, souvent des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des taxis et qui ont des traitements réguliers à l'hôpital, donc des personnes atteintes de cancer ou des maladies qui demandent des traitements réguliers. Sinon, des personnes aînées qui ont de la difficulté à faire leurs courses. Donc, on demande pour ça un minimum de 3 heures de disponibilité. Aussi, on recherche des personnes pour aider aux devoirs, aider des enfants en difficulté à faire leurs devoirs, des personnes surtout qui sont dans le milieu scolaire, donc des jeunes du secondaire, du cégep, des enseignements. On n'a pas besoin d'être un enseignant nécessairement. Non, c'est ça, c'est ça. Okay. Mais qui baignent quand même dans le cursus scolaire, là, question de ne pas être trop déphasé avec la matière. Des enseignants retraités aussi, ça peut faire l'affaire. Et là, si je peux revenir à ceux qui offrent des services d'accompagnement, est-ce que le kilométrage est remboursé pour ces gens-là? Oui, tout à fait. C'est une belle initiative quand même. Exactement. Et puis, ben voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez contacter le Centre de bénévolat et de moisson Laval au 450-681-6164. Et ensuite, la ligne téléphonique Info Aidant? Oui, exactement. Donc, ça s'adresse bien sûr aux proches aidants, les personnes qui aident de façon ponctuelle ou régulière, soit des aînés ou quelqu'un atteint d'une maladie chronique. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire. On veut bien faire, mais on n'est pas sûr. On reçoit des diagnostics. On ne sait pas comment les analyser, ces diagnostics-là. On ne sait pas quels soins donner. Bon, bref, pour tous ces doutes-là, on a la ligne Info Aidant. Donc, c'est une ligne qui nous aide qui nous écoute, qui nous soutient, qui nous donne des informations, qui nous dit comment interpréter les diagnostics, comment gérer le stress, qui nous dit également les soins à donner. Et ou sinon, ça va nous référer à certaines autres organismes, dont la Société d'Alzheimer, aussi l'Association lavalloise de personnes aidantes, bref, plein d'organismes comme ça qu'on a à Laval et qu'on ne connaît pas forcément. Et là, tu nous parles du Festi Weekend. Oui, le Festi Weekend qui en est pas à sa première édition, donc peut-être que vous le connaissez. Moi, je ne connaissais pas, personnellement. Non? Eh bien, ça va se passer du 4 juillet au 10 août au Centre de la nature de Laval. Okay. C'est vraiment un festival qui se veut rassembleur, qui est grand public. Donc, bien sûr, le dénominateur commun qu'on recherche là, dans les ateliers ou dans les spectacles qu'on veut qu'ils nous soient proposés dans ce festival-là, c'est que ce soit grand public. Donc, tu l'auras compris, on cherche des candidatures d'ateliers ou de spectacles. Ça peut vraiment être varié, les ateliers, ça peut être sur la science, l'art, les spectacles, ça peut être du chant, de la danse, du théâtre. Bref, vraiment, là, on peut aller dans un spectre très large. Et ça s'adresse bien sûr aux artistes, aux groupes, aux organismes professionnels ou reconnus par la Ville de Laval. Et on a jusqu'au 17 janvier pour s'inscrire.
Le formulaire d'inscription se retrouve sur le site Internet de la Ville de Laval. Laval.ca. Laval.ca. Et là, vous allez trouver dans le volet activités et Festi Weekend le formulaire pour inscrire votre atelier ou encore votre spectacle. Et est-ce que j'ai le temps pour une quatrième? Allons-y, oui, je crois qu'il nous reste un petit peu de temps. Oui. 30 secondes, rapidement. OK, bien rapidement, si vous avez là, dans vos vieux coffres, là, dans vos tiroirs, des documents originaux qui pourraient témoigner du développement de Laval, eh bien, le Centre d'archives Laval est intéressé à ça. Comme des vieux journaux. Vieux manuscrits, vieux journaux intimes. Des vieilles photos. Exactement. Okay. Vous pouvez aller porter ça au 4300 boulevard Samson. Bien, merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci beaucoup. Nicolas Vincent Poirier nous parle aujourd'hui du film American Hustle qui est sorti le 20 décembre dernier. American Hustle? Hustle? Comment on dit? Hustle. Hustle, excusez-moi. Donc, oui, American Hustle, mettant en vedette le beau Bradley Cooper. Christian Bale, qui est excellent, je crois, oui. Juste à voir la bande-annonce, et Amy Adams, Jennifer Lawrence. Il y a toute une panoplie de méga bons acteurs. Oui. Et mon avis à moi, c'est un film qui a beaucoup de chances de remporter le meilleur film de l'année aux Oscars. Et c'est vraiment excellent comme film. C'est drôle, ça, je pense que ça peut venir nous rejoindre un petit peu ici avec toute la corruption dans le gouvernement qu'on est en train de découvrir. Et dans le fond, c'est l'histoire de deux escrocs et c'est basé sur un fait vécu. Oui. C'est ça qui est assez drôle, mais tous les personnages ont été caricaturés au bout. Là, mais c'est pas caché là, que chaque personnage représente quelqu'un Non, c'est pas caché du tout. Une vraie personnalité. Oui, tout à clair. fait. C'est très, très clair. Et dans le fond, c'est deux escrocs qui vont se faire prendre par un agent du FBI, puis pour s'en sortir, pour parler en prison, pour avoir de problèmes, ils décident de l'aider dans sa quête. Et qu'est-ce qu'il veut, l'agent du FBI, qui est interprété par Bradley Cooper? Bien, c'est de prendre sur le fait des gens corrompus du gouvernement. Donc, moi, ça vient un peu rejoindre, c'est ça ce qui se passe maintenant. C'est très bon. Écoute, ça a gagné 3 Golden Globes. Christian Bale a gagné comme meilleur acteur. Amy Adams, Jennifer Lawrence aussi. Et ce qui est drôle avec Christian Bale, il est tellement intense comme acteur. Pour le rôle, il a pris 40 livres. Il est toujours méconnaissable dans ses rôles. Il est toujours méconnaissable, mais il a pris 40 livres pour ce rôle-là. Et il a aussi pris une démarche différente. Il est comme un petit peu penché quand il marche. Et ça lui a fait des entorses dorsales. Écoute, ça a été l'enfer pour lui, mais c'est pas surprenant quand tu prends en considération qu'en 2004, quand il a fait le film Le Machiniste, il a perdu 63 livres. Il était comme un squelette. Il était rendu comme un squelette, il était rendu à 110 livres. Puis même dans une entrevue, ce qu'il a dit, c'est pour ce rôle-là, c'était difficile en tant qu'acteur pour certaines scènes, comme par contre quand il court. Il n'y a plus de muscles dans les jambes. Il est rendu à 110 livres. Ça fait comment qu'il peut bien faire pour courir? On dirait que c'est gage de succès, ça. Augmenter son poids ou diminuer son poids pour un rôle comme Matthew McConaughey qui a gagné aussi un Golden Globe. Oui, tout à fait. Il avait beaucoup maigri pour son rôle aussi. Oui, il a perdu beaucoup de poids. Le titre, il m'échappe, mais tu dois le savoir. Comment Dallas Buyers Club. C'est ça. C'est sûr que l'encyclopédie cinématographique, Nicolas Vincent Poirier, c'est ça. Oui! Et il y a aussi, c'est ça, Jennifer Lawrence qui a gagné un prix aux Golden Globes. Et Jennifer Lawrence, c'est l'actrice la plus rentable de 2013. Bon, ça m'étonne pas vraiment. Hunger Games est rendu à 800 quelques millions à travers le monde. Je crois que c'était 8 millions son salaire pour Hunger Games. Non, pour X-Men, excuse-moi. Pour X-Men, plus je présume qu'elle va avoir une petite partie des recettes, c'est sûr. Qu'un petit pourcentage. C'est ça, un tout petit pourcentage. Et dans le temps des fêtes, on a eu droit aussi à un flop incroyable, un flop commercial incroyable. 47 Ronin avec Keanu Reeves qui a passé absolument inaperçu. Le film a coûté 175 millions à faire. Et là, si tout va bien, ils vont perdre à peu près 100 millions, des alentours de 100 millions. C'est triste parce que Keanu Reeves, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Moi, je l'aime bien. Oui. Donc, je trouve ça dommage que ça soit arrivé pour lui. Oui, bien bon. C'est pas un très beau comeback, là. C'est pas un très bon comeback, mais tout peut arriver. Peut-être qu'il va avoir d'autres rôles, évidemment, comme John Travolta. À un moment donné, il faisait des gros flops, puis à un moment donné, pouf, il y a eu un comeback. Donc, on va espérer que Keanu Reeves puisse avoir l'opportunité de tomber sur un bon scénario et faire un autre choix. On croise les doigts pour lui, fort. Ça, je l'aime beaucoup, moi. Merci beaucoup, Nicolas.
Ben voilà qui conclut notre émission de cette semaine. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire, ne vous gênez pas, il y a différentes façons pour nous joindre. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@tvrl.ca. Je sais pas si tu as remarqué, Amélie, mais aujourd'hui, il y avait pas mal d'artistes dans notre émission. Oui. D'abord, Brigitte Lafleur pour la semaine du Québec sans tabac. Il y avait aussi Marie-Élise Despès, qui est une chanteuse, Étienne Cousineau, qu'on a bien sûr découvert à la voix. Puis là-dessus, il y avait aussi notre députée de Sainte-Rose, Suzanne Proulx. Alors, merci à ces gens qui étaient ici en studio. Nos chroniqueurs, Ghislain Plourde, Sarah Bibeau, Anne-Marie Kirouac, Odile Chevassu, Peggy Bellan, Marie-Hélène Chartrand et Nicolas Vincent Poirier. Beaucoup de monde. Oui. Belle gang. Je vais aussi mentionner, bien sûr, Manon Lemieux pour la coordination et la recherche. Il y a notre maquilleuse Fanny, nos caméramans Daniel, Pascal et Marc, et la réalisation Alain Huppé, encore cette semaine. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ceux qui la gardent vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Bonne semaine. Au revoir.